Des feux en Turquie, des feux en Grèce, des méga-feux en France. Alors comment s'adapter à ces changements climatiques? Comment anticiper l'adaptabilité de nos forêts? On va en parler avec Marc-André Selos, qui est biologiste, mycologue, professeur au Muséum d'histoire naturelle, auteur de La biodiversité comme un humanisme, ouvrage paru aux éditions du Seuil 2026. Bonjour Marc-André Selos, merci d'être avec nous. D'abord, on a tous en tête ces images de méga-feux, mais ces incendies géants, est-ce qu'ils étaient prévisibles? Alors, d'abord, effectivement, il faut avoir un mot pour tous ceux qui ont perdu des biens ou tous ceux qui ont lutté avec courage contre ces incendies. Mais d'une certaine façon, c'est attendu. Il n'y a pas de surprise. Le changement climatique, il fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de plantes ne sont plus adaptées à leur milieu, qu'elles sont très sèches, à la fois parce que la chaleur évapore beaucoup, puis parce qu'il ne pleut pas assez pour que les sols soient remplis d'eau. Donc ces incendies sont en quelque sorte quelque chose qui est prédictible. Et ce qui est arrivé au Canada ces dernières années, ou en Australie, est en train d'arriver à tout le sud de l'Europe. Vous savez qu'il y a eu un feu monumental aux portes de Madrid également. Et que, comme la France, l'Espagne vient de griller, si j'ose dire, son record de surface brûlée. Ce n'est pas inattendu, non. Et c'est vrai que pour l'anticipation, ben, c'est pas génial, oui. Alors, on va y revenir à cette anticipation. On parle d'hectares brûlés, d'habitations endommagées, voire complètement détruites. Mais au-delà des images de dévastation immédiate, quels sont les dommages à plus long terme auxquels il faut s'attendre? Bah, y a des dommages économiques à très long terme, hein. Moi, j'entendais dire là que, par exemple, le marché du bois de pin dans les Landes va être ébranlé pour 4 à 5 ans. Donc, les conséquences, elles vont être très longues économiquement. Écologiquement, il y a des choses qui vont repousser assez vite, même s'il y a des sols qui sont très abîmés et qui auront beaucoup perdu de leur fertilité. Je rappelle qu'un petit détail, c'est que dans les incendies, l'azote se volatilise sous forme d'oxyde d'azote. Et donc, on a des écosystèmes qui ont encore du phosphore, mais plus assez d'azote pour que ça pousse bien. Donc, si vous voulez, écologiquement, on va avoir une résilience qui est celle de la forêt sur 30 ans. Économiquement, on va avoir des conséquences sur les 5 à 10 années à venir. Ça va être un processus très très lent. Il faut réfléchir à ne pas recommencer les erreurs d'hier, notamment une erreur qui est d'avoir une forêt continue avec une espèce inflammable. Il faut diversifier les espèces, il faut aussi diversifier le paysage, c'est-à-dire diversifier l'activité économique, parce que si vous voulez, il y a une plus grande résilience quand on a un peu d'agriculture, un peu de sylviculture, un petit peu de tourisme, et c'est aussi une résilience accrue par rapport aux incendies, car leur propagation se trouve interrompue dans les zones où il n'y a pas de forêt. Donc, il faut à la fois adapter le contenu de la forêt, mais aussi faire des paysages plus adaptés au climat de demain, et notamment à la prévention des incendies, oui. Alors, vous avez évoqué les pins. En Gironde, on pointe justement la monoculture intensive du pin maritime, qui représente 75% des surfaces. Mais face au feu, est-ce qu'il y a réellement des essences, des arbres qui résistent mieux? Non, si on tient compte du fait qu'avec le changement climatique, il faut faire remonter des espèces du sud, qui vont être des espèces venues d'écosystèmes méditerranéens, où c'est plus inflammable. En fait, je vais vous dire, il y a une sorte de fatalité. Quand il y a moins d'eau, le bois, il est plus sec. Et donc, ce qui est adapté à des climats plus secs et plus chauds, brûle mieux. Mais j'aimerais revenir sur le passé des Landes, parce que vous savez, c'est quelque chose qui a été complètement oublié. Vous savez que les Landes, c'est un marais avec des bergers sur des échasses qui font paître des moutons au 19e. Et puis on plante cette forêt qui va pomper l'eau et faire descendre le niveau de la nappe. On draine aussi. Et quelque part, c'est l'histoire des Landes, c'est l'histoire de la destruction d'une zone humide qui devient une forêt qui peut brûler. Ça veut dire que demain, il faut peut-être boucher ces drains, il faut peut-être avoir moins de forêt pour que la nappe remonte et avoir un écosystème qui soit plus résilient au feu. Je veux dire que la forêt qui brûle et qui est une monoculture de pin, regardez ces images, c'est fait pour brûler, quoi. C'est une création de l'homme. Et ça veut dire aussi, en positif, que l'homme peut créer demain des paysages où l'eau est plus retenue et où les essences, bon, certes, elles risquent de brûler plus, mais le paysage est organisé pour que les feux se propagent moins. Alors, comment, de quelle façon ces feux ont impacté la vie des sols? Parce que vous avez beaucoup travaillé sur justement les écosystèmes de ce qui se passe sous nos pieds. On peut espérer que ça reprenne rapidement ou pas?
Bah, il y a trois composants, hein. Il y a les végétaux, bon, moi, ils ont brûlé, là, il y a pas, personne ne se pose la question. Les animaux qui ont pu s'enfuir, vous savez, ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils arrivent à un endroit où il y a d'autres animaux avec lesquels ils vont rentrer en compétition, il y aura des morts, il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde. Et puis au niveau des sols, ma foi, surtout quand on voit bien sur ces images, hein, que le sol a brûlé, parce que des fois, il n'y a que la cime qui brûle. Mais quand la litière, la matière organique du sol a brûlé, déjà, ça évacue l'azote, ça tue tout un tas de microbes du sol qui sont vitaux pour les plantes, et ça retarde d'autant la reprise de la vie dans les sols. Donc, elle reviendra. Le vrai problème, c'est qu'il faut absolument éviter la répétition des incendies. Et puis, il faut comprendre aussi que ces épisodes se doublent de pollution par des pesticides, par des microplastiques. Et ça, c'est des choses qui font que finalement, la vie des sols se retrouve confrontée à plusieurs pressions en même temps. Chacune n'est pas si grave que ça, mais le cocktail est mortifère. Et puis, si je peux me permettre, tout ça, c'est des détails. C'est vraiment des détails. Le vrai problème, c'est que le climat change. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Parce que on peut essayer de s'adapter. Si c'est pour s'adapter à un climat dans 10 ans qui aura changé entre-temps, ce sera vain. Je veux dire, quand il y a une inondation chez vous, vous ne commencez pas par éponger avant de boucher le trou. Vous bouchez le trou. L'émission des gaz à effet de serre est la mère des batailles. Or, nos gouvernements sont en train de faire le contraire. On a aujourd'hui en Europe des reculs sur la législation, sur la déforestation importée, qui devait normalement empêcher, mais ce n'est pas voté, d'importer du bois qui déforeste, c'est-à-dire qui détruit, sans qu'il y ait de régénération forestière, des endroits qui sont des puits de carbone. On est en train d'assouplir les quotas carbone pour les entreprises européennes sous prétexte d'augmenter leur compétitivité. En fait, nous sommes en train de creuser notre tombe. Et la présomption des incendies, pardonnez-moi, c'est pas les canadaires, c'est pas les essences qu'on plante, c'est lutter contre les gaz à effet de serre de toute urgence, de toute urgence. En modifiant donc aussi les filières agricoles, de quelle façon? Alors oui, là où vous avez raison, c'est que à court terme, il va falloir s'adapter. Mais une fois de plus, ne séparons pas l'adaptation de la résolution des causes. Alors, les filières agricoles sont effectivement affectées. Là, les agriculteurs ont plein de problèmes. Bon, même les éleveurs. On a perdu entre 3 et 5% de la production de volatiles de l'année, simplement parce que les animaux sont morts de chaud dans les hangars. Donc, il y a de gros problèmes et il faut adapter nos filières. Alors, si vous voulez, les scientifiques ici, et les écologues en particulier, ne sont pas que des boulets. On ne se contente pas de dire que c'est l'horreur. On propose aussi des solutions. Il y a de nouvelles cultures, le pistachier dans le sud de France, la gaillanule, qui est une plante qui fait du latex et qui peut remplacer les VA avec des impacts écologiques moindres. Il y a des plantes qui peuvent être adaptées à l'extrême sécheresse dans certains coins du sud de France, et il y a en fait des solutions partout. Mais ce qu'il faut, c'est changer. Par exemple, le maïs demande beaucoup trop d'eau dans beaucoup de régions, il faudrait le remplacer par du sorgho. Et ça, il faut le faire vite. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi changer les filières en aval. C'est pas juste planter autre chose, il faut un débouché. Et ça, c'est là qu'on voit qu'il y a un manque d'anticipation au niveau des gouvernants de tous les pays, d'ailleurs, ce n'est pas qu'un problème français, c'est qu'il faut accompagner très vite l'évolution des filières et surtout pas se battre pour continuer à faire comme avant, en creusant des bassines, en détournant l'eau qui peut servir à des centrales nucléaires ou à alimenter des cours d'eau vers l'agriculture. Il faut absolument adapter nos filières parce que demain ne poussera plus ce qui poussait hier. Ça, c'est sûr. La seule chose qui n'est pas encore sûre, c'est que ce qui poussera demain poussera ou non. Ça dépend de la façon dont on agira sur le changement climatique. Marc-André Selosse, d'un mot, cette semaine, Sébastien Lecornu, le Premier ministre français, a lancé une mission reconstruction et adaptation des territoires. Objectif, piloter la reconstruction des zones sinistrées. Est-ce que c'est une bonne réponse? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors c'est comme quand Emmanuel Macron avait parlé de rebâtir la forêt de Fontainebleau, moi je veux bien, il le faut, mais il faut qu'on le fasse en concertation et qu'on entende enfin les scientifiques, qu'on n'entend pas du tout quand ils parlent par exemple de pesticides ou de prévention des incendies d'ailleurs. Il faut qu'on écoute les scientifiques et il faut que chaque territoire soit l'objet d'une concertation pour qu'on n'impose pas ce que sera l'agriculture, le paysage, la forêt de demain, mais qu'elle soit construite en concertation. Il est urgent de faire société parce que sur le cas de l'eau, par exemple, on voit très bien que les conflits commencent à naître. Merci beaucoup Marc-André Selosse. Je rappelle que vous êtes biologiste, mycologue, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Le titre de votre dernier ouvrage, De la biodiversité comme un humanisme, c'est aux éditions du Seuil. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va terminer d'un mot avec cette